Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle séance de l'accélérateur climat organisée par le Pacte mondial des Nations Unies Réseau France. Je suis content de vous retrouver pour cette sixième session de cet accélérateur climat. J'espère que vous allez tous bien. J'espère également que vous avez tous pu participer à au moins une des deux sessions organisées par le siège qui était consacré à la correction de l'exercice Content de pratique vous. de SBTI. Et, euh, et puis, voilà, j'espère que vous avez pu trouver toutes les réponses à vos questions. Euh, Aujourd'hui, cette session se concentrera sur la gestion des émissions de GES et qui sera centrée sur le module numéro 3 de l'accélérateur climat. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Abdé Saïdi, qui est Senior Manager Conseil en ESG et Changement climatique chez WSP Canada, et également Sylvain Marcoux, qui est chef d'équipe acoustique et qualité de l'air chez WSP Canada. Merci à vous deux d'être présents ici aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, le programme de cette séance sera tout d'abord, comme en habitude, je ferai un retour sur le calendrier pour vous dire où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous en allons vers la fin de ce programme petit à petit. Et ensuite, je passerai la parole à WSP Canada qui feront donc un focus sur les deux capsules vidéo que nous avions à voir pour aujourd'hui. La première qui se concentre sur les activités de réduction des émissions du scope 1 et 2 et la deuxième vidéo qui se concentre sur les activités de gestion, de réduction et de mesure du scope 3. Et à la fin de cette présentation, nous aurons un petit temps d'échange pour les questions-réponses, si vous en avez. Voilà. Les objectifs aujourd'hui de cette séance seront tout d'abord de rappeler les concepts de comptabilisation de GES que nous avons également vus durant les deux premières séances du module 1. Puis le deuxième objectif sera de comprendre les méthodologies de calcul des émissions du scope 1 et 2, notamment des méthodes basées sur la localisation et la méthode basée sur le marché, ainsi que les facteurs d'émission. Et enfin, le troisième objectif sera d'identifier les méthodes d'évaluation et les méthodes de mesure de toutes les catégories du scope 3, tant en amont qu'en aval de la production. Je tenais également à vous rappeler aujourd'hui que ce sera la dernière séance que nous aurons avec WSP Canada. Ouais, je vous recommande de poser un maximum de questions à nos deux intervenants aujourd'hui, car ce sera la dernière occasion de pouvoir répondre à vos questions en live. Très bien. Euh, je vais donc maintenant passer sur le calendrier. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2024 sur la dernière phase du module 3. Vous aviez deux vidéos à regarder pour aujourd'hui sur les activités de réduction des émissions du scope 1 et 2 et sur la deuxième vidéo sur les activités de gestion, de mesure et de réduction du scope 3. Également, ce matin, il y avait la session organisée par le siège de SBTI questions-réponses qui portait également sur la correction de l'exercice pratique de SBTI. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pu assister à cette réunion ce matin? Oui, moi j'ai participé. Super. Ah bah, Oui, moi super. aussi. Très Génial. intéressant. Et Bon, moi tant mieux. aussi, oui. Ah bon, bah, il y avait plein de monde. Bon, bah, super, tant mieux. Ravi que vous ayez pu y participer. C'est vrai que c'était pas facile avec le décalage horaire, enfin, entre l'horaire que devaient se positionner
21 holistique et le siège à New York. Avec notre reste, c'était toujours un peu compliqué, mais on y est arrivé. Donc, ravi que vous ayez pu y participer. Je voulais attirer votre attention sur la dernière séance que nous allons avoir de l'accélérateur climat le 21 novembre, donc qui portera sur le tout dernier module qui sera intitulé le Wrap-up. Cette session sera un peu particulière puisque ce sera la dernière, ce sera un format assez libre, donc nous pouvons choisir quel format nous pouvons appliquer à cette session. Donc, je voulais vous proposer tout d'abord de faire une première idée, de faire un atelier participatif où nous pourrons revoir tout ce que nous avons vu jusqu'à présent des modules 1 jusqu'au module 3, de faire une séance de questions-réponses, de déterminer ensuite si vous voulez vous engager après cet accélérateur climat auprès des SBTI. Est-ce que vous aviez des questions en suspens? S'il y avait des sujets que vous vouliez également aborder et si également il y avait des plans d'action que vous voudriez déduire de tout ce programme. Donc voilà, je pensais faire un petit atelier de ce forme-là et également si cela vous convient, de faire intervenir une entreprise, une ancienne participante de l'accélérateur climat en 2023, comme je l'ai fait avec Cali Consult le 15 octobre, pour qu'il puisse voilà, nous donner son feedback, son retour d'expérience quant à ce programme d'accélérateur climat. Donc voilà, je voulais avoir votre avis si le format avec CaliConsult la dernière fois vous aviez plu et si vous voudriez retenter l'expérience pour la prochaine fois. Ah oui, c'était très bien. Moi, je voudrais bien avoir un autre retour de ce type. Super. Bah, parfait, merci beaucoup Laetitia. Je vais donc essayer de faire mon maximum pour vous trouver une belle entreprise qui puisse partager son retour. Très bien. Alors, continuons après ce petit point sur le calendrier. Donc, voici où nous en sommes. Nous en sommes donc aux deux dernières vidéos du module 3. Je sais que ces deux dernières vidéos étaient assez intenses et étaient riches en contenu. Donc, j'espère que vous avez pu valider ces deux vidéos. C'était un Et peu long, hein, surtout le scope 3 là. oui, oui, Et oui, en puis effet. c'est pas très, pour le coup, c'est pas très didactique quand même. Enfin, moi j'avais des questions pratiques sur certaines slides et je trouvais que c'était compliqué en fait il y avait beaucoup de texte, c'est pas forcément. Enfin, ouais, je trouve que par rapport à d'autres modules qui étaient plus accessibles, Alors celui-là, oui, c'était compliqué, hein. il est vrai que c'était assez riche en contenu, mais si vous avez des questions en suspens, vous pouvez me les transmettre et puis je les transmettrai à mon tour au siège pour essayer de répondre un peu plus adéquatement à votre question. Est-ce que je pourrais demander à tout le monde, s'il vous plaît, d'éteindre votre micro si vous ne voulez pas prendre la parole, afin qu'il n'y ait pas de bruit de fond durant cette session? Je vous remercie. Euh, Très bien, oui, non, en effet, c'était assez riche en contenu. C'est pour cela qu'il y avait aussi un format quiz entre les vidéos pour pouvoir faire un point sur le contenu et de pouvoir tester aussi vos connaissances. Donc, je sais que c'était assez rigoureux. Si vous avez des questions sur ces deux capsules vidéo, n'hésitez pas à me les transmettre. Pour le scope 3, les questions, en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est à la fin. C'est-à-dire qu'ils disent on va passer à une pause pour se rappeler ce dont on vient de parler, mais en fait, on parcourt les plus de 100 pages là, et sans arrêt. Donc, et avec Oui, beaucoup de textes et parfois des choses qui sont peut-être pas aussi super bien traduites. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas forcément, forcément évident.
Il est vrai que c'est un format assez libre, c'est un e-learning, donc il est vrai que c'est recommandé de ne pas regarder ces capsules vidéo en une fois. C'est même mieux d'espacer les contenus. Mais évidemment, ça reste un e-learning, donc tout est traduit assez automatiquement. Donc voilà. Je crois que vous pouvez aussi avoir tout le script de tout ce que l'intervenant, euh, tout le texte de l'intervenant peut vous être également être disponible dans les notes Oui. à côté de la Oui, vidéo. mais ça n'empêche pas que si, voilà, on a des questions sur certains termes où on se pose d'ailleurs la question de la compréhension, voilà, c'est pas forcément évident et encore une fois, c'est compliqué de le faire en plusieurs fois parce qu'il faut de toute façon après se retrouver, il faut réouvrir enfin, on perd du temps à arrêter et revenir, enfin, il faut se reconnecter sur la plateforme et cetera. Mais donc moi, je me demandais si, cette émission enfin, cette capsule, émission de Scope 3, c'était pas envisageable de la faire en plusieurs parties parce que c'était vraiment très long et puis justement d'avoir, les questions, au milieu comme c'est fait d'ailleurs pour les Scope 1 et 2, alors que pour le Scope 3, c'est vraiment d'ailleurs un contenu, à part qui est vraiment à la fin. Il faut se rappeler de tout ce qu'on a vu auparavant, donc enfin, je trouve que D'accord. pour le coup, c'est perfectible, mais c'est déjà très bien, hein. Très bien. Non, oui, vous avez raison. Merci pour ces retours. Je vais les transmettre pour que nous puissions nous améliorer la prochaine fois. C'est toujours bien d'avoir des retours de votre expérience, comme ça on arrive à s'améliorer au fil du temps. Donc merci Laetitia pour ces commentaires. Est-ce que quelqu'un d'autre avait eu des difficultés concernant ces capsules vidéo? Non? Bon, bah alors très bien, nous allons pouvoir continuer. Je vais donc passer la parole dès à présent à WSP Canada, qui vont donc revenir sur ces deux capsules vidéo. Avant que je passe le lead, est-ce que je pourrais juste vous rappeler, s'il vous plaît, de lever la main si vous voulez prendre la parole, d'utiliser également le chat si vous voulez poser vos questions, et ensuite de couper votre micro si vous ne voulez pas prendre la parole, pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Voilà, je vous remercie et je laisse donc tout de suite la parole à WSP Canada. Alors bonjour, on va pouvoir mettre la présentation s'il vous plaît, oui. Donc je vais commencer pour les parties des premières slides en fait. On a vu au niveau de la comptabilité carbone, je pense que c'est assez commun pour l'ensemble au niveau des scopes. Toujours se rappeler que le scope 1, c'est vraiment par rapport aux activités directement faites, directement contrôlées par l'entreprise ou la compagnie. Le scope 2, évidemment, ce sont les émissions venant de d'utilité, que ce soit en vapeur, en énergie, en électricité, toute forme d'énergie qui arrive qui va être utilisée en fait là, par le site ou l'entreprise ou la compagnie, mais qui est contrôlée par quelqu'un d'autre. Et le scope 3, c'est l'ensemble de ce qui reste de la chaîne logistique, allant du transport, euh, euh, le- la gestion des matières résiduelles, tout ce qui est fait hors site, hors installation par quelqu'un d'autre, qui en théorie n'est pas sous le contrôle de l'entreprise initiale, mais qui fait partie de l'ensemble du cycle de vie du produit et activité que l'entreprise fait. On passe à la suivante. Spécifiquement en termes des réductions, on a trois piliers principaux. Le plus simple, en fait, et peut-être le plus drastique, évidemment, on va voir à éliminer la source de ces émissions-là. Et ici, quand on parle en anglais, remove, là, ici, la slide est en anglais. Au niveau de remove, c'est qu'on enlève l'activité au complet. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on perd l'utilité de cette activité-là, on ne la fait plus. Évidemment, on n'a pas l'émission de DGS associée à l'utilisation ou la réalisation de cette activité-là. Moins drastique, en fait, c'est que là, quand on parle de réduire, c'est qu'on garde l'activité, mais on la fait moins. Quand on, pardon,
On a vu en termes de quantification des émissions de gaz à effet de serre, c'est presque assurément toujours relié à l'intensité de l'activité. Plus on consomme du diesel, plus on fait du transport, gaz naturel, même chose, plus on va l'utiliser, autant nos émissions vont augmenter. Donc, si on réduit, on garde l'activité, on continue à la faire, mais on la fait de façon réduite, soit par optimisation, soit par efficacité énergétique ou par ciblage, en fait, le dont on la fait. On continue à la faire, mais d'une mesure moindre. À l'opposé, quand on parle de remplacer, on garde l'utilité, on continue à la faire à un certain degré, peut-être autant, peut-être un peu moins, donc un peu un mélange entre ne pas perdre l'activité au complet, ni d'en réduire, mais à un certain degré. Mais on va l'utiliser par quelque chose d'autre dont les émissions sont moindres par unité d'utilisation, autrement dit par gigajoule d'énergie, par transport, par kilomètre parcouru, par nombre transporté, on va avoir des émissions moindres parce qu'on l'a remplacé. Donc, on garde l'utilité, nos émissions sont moindres puisqu'on a utilisé une forme d'activité qui est moins émettrice de gaz à effet de serre. Dans les détails ici, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Quand on parlait de retirer, bien évidemment, c'est de voir en termes d'espace de bureau. Si par une quelconque réorganisation, on se permet d'avoir moins d'espace de bureau, bien évidemment, on enlève ces éléments-là. Là, ici, on va le voir un peu dans les deux cas. Là. On peut éliminer les espaces de bureau ou les réduire. Là, on est un peu à cheval entre les deux. Comment éliminer? Ben, comme on le voit ici, là, au niveau des consolidations, des opérations, on peut voir qu'on a peut-être deux installations qui font le même service, la même utilité. On peut à ce moment-là se permettre d'en réduire, d'en éliminer une pour en avoir une seule à la toute fin. Au niveau de la réduction, c'est clair, c'est l'efficacité énergétique qui est souvent utilisée dans ce cas-ci, autant pour la ventilation, les combustibles utilisés par rapport à la machinerie ou pour des équipements de combustion qui utiliseraient des combustibles. Donc, on va les voir sans remplacer l'équipement ou le procédé ou l'activité, on va s'arranger pour que par maintenance, par choix technologique, par aménagement, optimisation, on va aller réduire les émissions puisqu'on va avoir réduit leur consommation d'énergie. À l'opposé, quand on parle, on a donné l'exemple tout à l'heure de changement, de remplacement, le classique. Allons-y au du pire au mieux. Là. Vous avez une fournaise au charbon. Vous les remplacez par un système au gaz naturel ou électricité carrément. À ce moment-là, vous avez la même utilité, mais par le remplacement, vous avez une réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut donner l'exemple aussi, on a un ensemble de combustibles, on va jusqu'à la biomasse. Donc, on a vu l'ensemble, soit d'un hydrocarbure moins polluant, gaz naturel, électricité. Là, évidemment, ça, c'est très spécifique au site par rapport à l'électricité ou carrément au niveau de la biomasse là, pour des émissions qui seraient plus biogéniques. On a la même logique pour les émissions de scope 2, donc l'énergie qui arriverait d'ailleurs. En termes d'élimination d'énergie, vous avez peut-être déjà entendu le terme de négawatt. Donc, c'est l'unité d'énergie que vous n'avez pas besoin, que vous n'avez plus utiliser. À ce moment-là, ben, vous l'éliminez. Et en termes autant de coûts que d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, là, c'est le meilleur, le plus rapide, le plus drastique probablement, mais qui vous permet là, de réduire vos émissions de gaz à effet de serre parce qu'on retire la source. De la même façon qu'on parlait pour l'efficacité énergétique, bien évidemment, c'est par rapport à pas une source d'énergie que vous utilisez dans votre procédé comme le diesel ou le gaz naturel, mais bel et bien par l'énergie que vous achetez venant du réseau ou d'une quelconque forme de réseau de gestion d'énergie, en étant plus efficace de la façon dont vous utilisez cette énergie-là. Évidemment, là, on va avoir des réductions d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à ça. La même logique, c'est vraiment la même chose là, par rapport au scope 2, par rapport au combustible. Sauf que là, ici, il faut voir que normalement, à ce moment-là, ça va s'appliquer à celui qui fait l'énergie sur son site à lui. Donc, c'est vraiment un niveau de scope 2. C'est moins là où vous avez le contrôle, sauf par des effets là, de contrat d'approvisionnement où l'entreprise qui utilise une énergie haute pour avoir un certain contrôle par rapport au remplacement de combustible ou de sources d'énergie électrique. Parfait, bah merci Sylvain, je reprends la balle au bon. Bonjour tout le monde.
Donc, comment? Donc, pour prendre la suite de ce que nous expliquait Sylvain, une petite pause sur le scope 2, qui est quand même un enjeu assez important dans les planifications de décarbonation puis de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La nuance principale et qui est vraiment importante de comprendre, et n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques là-dessus, c'est ce que nous permet le GHG Protocol, mais aussi le bilan carbone en France. C'est la même logique, c'est de pouvoir reporter à la fois du location-based et du market-based. Donc le location-based, juste pour reprendre la définition, c'est les émissions qui sont liées aux infrastructures physiques de la grille électrique nationale à laquelle vous êtes connecté. La méthode market-based, donc la méthode marché, c'est lié aux échanges, aux flux monétaires en fait, qui sont liés aux différents marchés d'électricité, des marchés spot notamment en Europe, qui passent à travers votre fournisseur d'électricité. Donc typiquement, si vous avez des certificats verts, donc des certificats d'énergie renouvelable, ça va compter dans le market base, ça va vous permettre de réduire en fait vos émissions selon cette méthodologie en les soustrayant au total de kilowattheures en fait qui sont tirés de la grille électrique en fait là-dessus. Donc ça, juste de première définition, on peut passer à la slide suivante. Je vais rentrer un peu plus dans le détail autour de market based. Je vais pas lire et passer à travers tout ce qui est sur cette slide-là. On peut reprendre une par une si vous avez des questions spécifiques. Mais le point important à garder en tête, c'est que tout le monde, toutes les compagnies et surtout, dépendamment de la géographie, ne peuvent pas reporter du market-based facilement puisqu'il faut que des informations liées au marché de l'électricité vous soient fournies par votre fournisseur. Donc typiquement, s'il y a des certificats verts, il faut que le fournisseur, typiquement EDF le fait en France, puisse vous fournir en fait les informations liées aux données de consommation uniquement sur ce certificat vert, pardon. Donc, dans le cas où c'est pas possible, la solution par défaut, c'est la location based. Dans tous les cas, il faut toujours pouvoir fournir un scope 2 en location based. Et puis ensuite, dépendamment de l'information à laquelle vous avez accès, vous pouvez aller chercher des facteurs d'émission de plus en plus précis. Donc celui le plus précis, c'est celui qui est fourni par votre fournisseur d'électricité. Donc ce qu'on appelle Energy Attribute Certificate ici, c'est des certificats d'énergie verte. Donc ça, vous pouvez le reporter directement dans votre bilan carbone ou inventaire GES selon la méthode que vous utilisez. Une autre méthode que je souhaitais souligner ici, parce qu'elle fonctionne assez bien en France, c'est l'avant-dernière, ce qu'on appelle ici mix résiduel. Donc juste la définition du mix résiduel, c'est la soustraction, enfin c'est l'ensemble c'est le facteur d'émission de la grille d'électricité d'un pays à laquelle on soustrait tous les certificats verts qui ont été comptabilisés sur le réseau. Aujourd'hui, EDF le fournit notamment en France, si je ne dis pas de bêtises, ma mémoire est bonne. Ça, c'est toujours mieux que de prendre le location based, puisque ça permet déjà de ne pas double compter les émissions d'énergie renouvelable qui sont dans le réseau, puisqu'on les soustrait et on garde juste le facteur d'émission de ce qui n'est pas certifié vert. Et donc, ça vous permet de réduire aussi, c'est un facteur d'émission qui est plus faible que le facteur d'émission de la grille et qui permet de réduire mécaniquement votre bilan carbone sur le scope de là-dessus. Donc voilà pour le scope 2, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que la partie suivante, c'est le scope 3. Donc j'ai entendu les commentaires au début sur le scope 3. Moi, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails des calculs ici, mais je vais juste prendre un pas de recul. Donc sur le scope 3, c'est le gros morceau en fait aujourd'hui sur les bilans carbone et les inventaires de gaz à effet de serre. C'est la partie la plus compliquée. Et j'utilise bien le mot compliqué et pas complexe parce que c'est souvent hors du contrôle direct de la compagnie qui essaie de faire les calculs. Il y a une énorme dépendance à deux grosses familles de parties prenantes, les fournisseurs et puis les clients, en fait, les clients finaux. Dans les catégories du scope 3, donc selon le GHG Protocol, il y en a 15. Sur ces 15, ça couvre l'ensemble de la chaîne de valeur amont jusqu'à la partie aval. Donc amont, c'est tout ce qui est lié à la fourniture de biens et de services avant que ça arrive en production, et aval, c'est tout ce qui découle jusqu'à la livraison et l'usage du produit vendu par un client.
pouvoir faire des calculs d'émissions Scope 3, quelle que soit la catégorie, et je ne vais pas parler des investissements, des émissions financées qui mériteraient une présentation à part, je vais parler que des émissions opérationnelles. La grosse difficulté, c'est d'avoir accès à des données d'opération. Donc, idéalement, dans un monde parfait, ce qu'il faudrait que, si je prends juste le cas des émissions liées aux fournisseurs, par exemple, il faudrait que chacun des fournisseurs vous fournisse c'est ce qu'on appelle ici supplier spécifique, ces données d'activité ou même d'émissions idéalement liées à son activité. Donc en gros, ça permet de faire un reporting qui est lié à la réalité de votre activité. Ça, c'est assez difficile à faire puisqu'il faut qu'il y ait un effort qui soit fait par les fournisseurs, en fait, concrètement. Donc ça devient un sujet de conduite du changement plus qu'un sujet de comptabilité carbone à ce moment-là, et c'est même un sujet commercial puisqu'il y a plein de façons d'inciter ces fournisseurs à vous fournir des informations, que ce soit à travers des processus de sélection d'appels d'offres, que ce soit à travers des négociations contractuelles assez simples, ou pour les compagnies. On voit souvent ça, alors je ne saurais pas vous dire en France, mais on voit souvent ça en Amérique du Nord, donc des acheteurs qui vont partager les coûts de mettre en place un système chez leurs gros fournisseurs, un système qui permet de traquer les différentes données d'activité qui sont utiles. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait une relation de 20 ans avec le fournisseur et qu'il y a envie de quoi investir là-dedans. Mais voilà, en tout cas, pour signifier que ça existe. Donc ça, c'est le meilleur des cas, mais qui arrive quasiment jamais du premier coup. Ça prend plusieurs années pour pouvoir y arriver. Deuxième cas, c'est de prendre des moyennes et des données de marché d'industrie qui permettent d'estimer, de moyenner en fait en fonction de l'activité du fournisseur en question. Je prends beaucoup l'exemple du fournisseur parce que c'est le plus parlant, mais on pourrait aussi parler des émissions liées aux employés, au transport, etc. Mais je garderai mon exemple de fournisseur pour l'instant. Des données moyennées d'industrie, il y a des ABAC en fait. Typiquement en France, l'ADEME fournit beaucoup d'ABAC là-dessus. Qui permettent de savoir, typiquement, on a un cas avec un projet en France en ce moment, où l'ADEME fournit un facteur d'émission en euros, en tonnes de CO2 équivalent par euro de prestations de services, de conseils en gros, fournis par un fournisseur qui est localisé en France, par exemple. Donc ça permet assez rapidement de pouvoir faire au moins un calcul à peu près cohérent. Et puis ça m'amène directement vers le dernier cas de figure qui est le cas le moins précis, c'est le spend-based. Donc c'est lié uniquement à des données monétaires. Donc on va aller chercher des données dans mon système d'information financier, par exemple, ou de comptabilité. Ça peut être votre ERP. Et en fait, on va simplement prendre les données d'achat, et pas les données comptables, mais les données d'achat, pardon, et qu'on va convertir en tonnes de CO2 équivalent. Pareil, parce qu'il y a des bases de données qui permettent de moyenner ça de manière assez haut niveau. Mais ça donne déjà une première estimation. Donc, la chose à retenir, c'est que une tonne de CO2 équivalent à calculer, c'est une quantité de produits ou de services fois un facteur d'émission. Donc, tout l'enjeu, c'est de trouver à la fois les quantités et de trouver les facteurs d'émission. Les quantités, donc j'en ai déjà parlé. Pour trouver les facteurs d'émission, il faut avoir une connaissance des sources fiables qui font autorité pour pouvoir se baser dessus. En France, c'est l'ADEME. On l'utilise même au Canada. L'ADEME, c'est une mine d'or en termes d'informations. C'est une base de données qui est constamment mise à jour. Il y a des nouvelles données qui sont insérées dedans, des données qui sont mises à jour régulièrement, quasi annuellement pour pas mal d'entre elles. Et donc, in fine, l'objectif, c'est d'avoir un chiffre. Donc, reporter le scope 3 aujourd'hui, ce n'était pas obligatoire. Enfin, jusqu'au 31 décembre, ce n'est pas obligatoire. À partir du 31 décembre, pour les entreprises qui sont en France et en Europe qui sont soumises au CSRD, ça le sera. Donc, le reporting 2025, quand il sera émis en 2026, devra inclure le scope 3. Donc ça change quand même beaucoup la donne. Et donc, ce qui fait que il faut se retrousser un peu les manches et essayer de trouver des solutions parce que c'est quand même pas simple de pouvoir avoir ça. Et puis tout ce que je viens de dire, là, c'est la petite note qui est en dessous, est applicable, bien sûr, à tout type tout nombre d'installations ou je vais y arriver, facility d'immeubles d'immeubles ou d'infrastructures qui sont dans votre périmètre et sur l'ensemble des produits qui sont livrés aussi. Donc voilà pour le scope 3. Et puis je pense qu'il restait une dernière slide, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, Juste pardon, un petit allez-y, point rapide. Sylvain. Oui, juste un petit Vas-y, point Sylvain. rapide. Quand on parlait de la collaboration, en fait, entre les clans, il faut se rappeler que les scopes 3 d'une installation ou d'une entreprise ou d'une compagnie, c'est les scopes 1 de quelqu'un d'autre. Donc, d'où l'intérêt là, d'avoir la collaboration pour ça. Très bon point, merci. Oui, Berlin, Oui, en effet, je voulais juste vous transmettre dans le chat le site de l'ADEME pour retrouver toutes les facteurs d'émission qui sont disponibles publiquement. Donc voilà, je vous ai envoyé le lien qui s'appelle Base empreinte de l'ADEME où vous pouvez donc retrouver les facteurs d'émission sur les produits, sur les catégories du scope 3. Ouais, c'est un moteur de recherche, c'est plus une base de données PDF, donc c'est vraiment cool. C'est ça. Alors, Oui, je je, vois qu'il je y a une crois main qui est levée. que nous avons une main levée, Laetitia. Je vous en prie. Oui, en fait, je suis étonnée d'entendre que le scope 3 d'une entreprise, ça serait le scope 1 d'une autre. Puisqu'en fait, le scope 1, c'est juste les émissions liées ces véhicules. Pour moi, c'est plutôt le scope 3 aval d'une entreprise devient le scope 3 amont d'une entreprise. Ou alors j'ai mal compris. Non, en fait, je laisserai Sylvain rebondir, mais ce qui a été dit, c'est que le scope 3 d'une entreprise est le scope 1 ou 2 d'une autre entreprise. Oui, effectivement, 1 et 2. Ouais. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que dans le scope 3, il y avait une partie aval Mhm. et que donc, du coup, on devait peut-être retrouver les mêmes. Non, alors du coup, j'ai mal compris. Est-ce que quand on fait le scope 3 aval, on ne doit pas retrouver cette partie. Non, parce que la partie aval, c'est justement ce que l'autre entreprise a fait de ce qu'on lui a vendu. Donc, c'est vraiment la partie scope 1 et 2 qu'on doit retrouver dans sa propre partie scope 3. C'est ce que En vous fait, voulez dire? J'arrive pas à faire le ouais. lien, en fait. En fait, c'est pas juste là-dessus, c'est pas des comparaisons 1-1. C'est juste pour donner un peu comment ça pointe d'un scope 1 d'un côté vers le scope 3 de l'autre. Je laisse Sylvain Oui. prendre le sujet. Si on fait juste parler, en fait, mettons, prenons un exemple par rapport à une logistique d'un transport, d'une marchandise ou de matière première, le plus simple. Votre matière première, en fait, là, vous avez quelqu'un qui a fait l'extraction de la matière première, qui va faire la transformation. C'est son activité. C'est les émissions qui vont arriver dans ces excès-là, c'est son scope 1 à lui. Par contre, à partir du moment où il vous les transporte, il vous les envoie, ben là, pour vous, ça va rentrer dans votre scope 3 à vous, puisque là, ça devient dans votre cycle de vie, dans votre scope 3, on va dire pour vous approvisionner, ce sont vos scope 3. Vos émissions de scope 3 qui vont faire partie, pardon, les émissions de scope 1 du fournisseur, en fait, sont intégrées dans vos. C'est la même chose que vos scope 3 par rapport à la réception de ces matières-là. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. Eh ben, en fait, je suis encore étonnée parce que pour moi, dans le scope 1, bon, même si on rajoutait le scope 2, mais chez mon fournisseur, son scope 1 à lui, c'est seulement ses émissions directes liées à son procédé d'industrialisation, plus éventuellement ses émissions liées à ses véhicules, plus Mhm. son scope 2 qui est l'électricité qu'il a utilisée. Mais il n'y a pas sa partie il faut prendre en considération aussi une partie de son scope 3 à lui. C'est-à-dire que si en plus il fait appel à un transporteur pour acheminer chez moi, bah, du coup, il y a son scope 3 à lui. Et, Exact. et d'accord. Donc, C'est là c'est qu'on pas que voit. scope 1 et 2, c'est aussi une partie de son scope 3 aussi. Ben, c'est parce que l'on va en cascade, justement. Et Pour voilà. définir ses émissions de T3, de tiers 3 à lui, on doit Mhm. aller dans les scopes 1 et 2 de quelqu'un d'autre encore, et là, on remonte à chaque Oui, fois. d'accord. Merci. Ouais. Ah, c'est exactement ça. Moi, c'est un peu c'est un peu un engrenage où en fait c'est une cascade qui peut être assez grande. Et la question c'est toujours jusqu'où faut aller et comment s'arrêter. Et après, bah, ça c'est tout le travail justement de
personnes qui font les inventaires et les bilans carbone, pour savoir où s'arrêter et où est-ce qu'il est raisonnable d'aller chercher de l'information et jusqu'où on peut vraiment faire des calculs qui ont du sens. Parce qu'en fait, à la fin, c'est toute la complexité de notre monde industriel, hein, c'est que tu as une succession de fournisseurs qui se fournissent les uns après les autres. Là-dessus, c'est une très bonne question parce que ça pointe exactement la grande difficulté que peut représenter le scope 3 si on n'est pas en maîtrise de son périmètre opérationnel, en fait. Oui, Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus tant que je suis là? Oui, vas-y, Merlin. Alors oui, en effet, je crois qu'il y a une autre question de la part de Chloé dans le chat, qui est la suivante. Donc, je suis sur la mage de l'inventaire GES selon le GAG protocole. Je me pose les questions suivantes. Quelles sont les données à intégrer pour les émissions des catégories du scope 3, Fuel and Energy Related Activities, et pour 4? Upstream Transportation and Distribution. C'est pour les catégories 3 et 4 du scope 3. Ouais. Alors, typiquement, je vais donner un exemple pour la catégorie 3. La catégorie 3 est assez peu utilisée quand ce n'est pas les activités industrielles, en fait, des activités, par exemple, de métallurgie. Où typiquement, on va avoir des données d'un fournisseur qui va avoir... je prends un exemple pas trop alambiqué. On a eu le cas, par exemple, d'une compagnie de métallurgie qui doit transporter des matériaux X à un client. Et dans la chaîne logistique, ce transport est organisé par 2 transporteurs. En fait. Un premier transporteur qui dépose dans un centre logistique et un deuxième transporteur qui reprend et qui l'emmène au client final. L'énergie, et il se trouve que ces matériaux-là, pour pouvoir les livrer au bon niveau de qualité, il faut les maintenir à un certain niveau de température. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc ça nécessite la consommation d'énergie et en fait, ça nécessite du fuel pour pouvoir être maintenu à la température sous toute la chaîne. Et tout ce que je viens de dire s'applique aussi sur les chaînes de froid, hein, c'est la même chose. Ça rentre dans le scope 3, la catégorie 3 du scope 3. C'est assez spécifique et encore une fois, c'est généralement assez peu utilisé, à part dans les chaînes logistiques complexes qui nécessitent de l'énergie pendant tout le transport. Ça, c'est le premier. Le deuxième, donc le 4, ça, c'est plus simple. C'est ce sont toutes les émissions liées aux transporteurs eux-mêmes, entre celui qui a produit un bien et celui qui vous transporte le bien chez vous, si c'est pas le même, en fait, concrètement. Et donc après, pour ces mêmes catégories, quels sont les facteurs d'émission à choisir? Ça dépend, en fait. Ça dépend de quel fuel et énergie, des sources de fuel et d'énergie qui sont utilisées. Pour le transport, pareil, ça dépend si c'est des camions de tout type, comment ils sont alimentés en carburant, etc. Donc ça va dépendre du cas particulier. En effet, selon la... Pardon, allez-y, Sylvain. En fait, si selon la donnée qu'on est capable d'avoir, ça peut influencer le genre de calcul qu'on va faire. Par exemple, dans le domaine des transports vraiment en très gros volume là, par bateau, on va typiquement avoir des tonnages, des distances. Même chose pour le train. On a beaucoup d'agences ou d'organismes en fait qui vont nous donner des taux justement par tonnes kilomètres parcourus. Donc, selon la donnée que vous êtes en mesure d'avoir, ça peut influencer quel facteur d'émission vous allez utiliser aussi. Ouais, et j'abonde 100% là-dessus. C'est même souvent ça la logique. C'est on se dit quelles données on est capable de collecter et on va essayer de s'adapter à la réalité du terrain plutôt que de forcer dans l'autre sens, parce que les données d'activité, on ne va pas les inventer. Il faut prendre celles qui existent au moment où on fait l'inventaire. Oui, c'est vrai, je voulais également ajouter que sur le site de l'ADEME, pour choisir le facteur d'émission, vous devrez filtrer quel type de voiture est-ce que vous utilisez, quel type de carburant vous utilisez, quel modèle, pour avoir vraiment les données les plus précises qui se rapprochent à la consommation réelle. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il faut être assez précis et savoir délimiter ses émissions. Très bien. Est-ce Oui. qu'il y avait d'autres questions? Oui, Clément.
Oui, toujours dans ces questions de périmètre à considérer ou non. Moi, j'avais une question sur l'utilisation des produits vendus. Donc, il y a marqué que c'est pas, enfin, de ce que j'ai compris, c'est que c'est pas considéré si le produit en lui-même ne consomme pas directement de l'énergie. Ça, c'est quelque chose, donc, on n'est pas obligé de le prendre dans le scope 3 et de toute manière, ce n'est pas inclus dans la démarche SBTI. On n'a pas à faire de réduction là-dessus, ça vous confirmez? Alors, c'est pas inclus dans la démarche SBTI. Oui et non. En fait, le SBTI, ce qu'ils mettent comme limite, c'est scope 1, 2 versus scope 3. Et ensuite, pour le scope 3, ça dépend des industries. Ils ont des guidelines sectorielles. Et en fait, ça dépend des guidelines sectorielles. Donc, ça va surtout être ça. Ok. Et autre question sur les activités à prendre en considération. Nous, quand on a fait notre bilan carbone, on l'a fait suivant la méthodologie française, enfin bilan carbone. Et il y a aussi le déplacement des consommateurs. Là, vous me confirmez que dans GHG protocole, il n'y a pas de déplacement des consommateurs. Ouais, ça c'est une très grande nuance, tout à fait. Je vais vous donner un exemple sur lequel j'ai travaillé quand j'étais quand je suis arrivé au Canada, mais j'avais encore des clients en France, pour un client dans le cinéma, enfin qui possède des cinémas en fait, concrètement. Et tu sais, le grand débat c'était tous les gens qui viennent dans mes cinémas, est-ce que je dois les compter dedans ou pas? En fait, la réponse est oui. Le bilan carbone l'impose et c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de nuances. Après, je reviens au premier point. Par rapport à l'utilisation des produits vendus, c'est pas un sujet simple. Je vais vous donner deux exemples qui sont très opposés. Si vous vendez des planches de bois, en fait, le bois en tant que tel, vous m'avez vendu la planche, c'est fini. Elle ne consomme pas d'énergie en tant que telle, la planche. À moins que vous l'achetez pour la brûler, bon voilà, mais ce n'est pas l'usage qui en est attendu. L'extrême opposé, c'est quand vous achetez de l'essence ou du diesel. Et que ça, pour le coup, c'est un produit qui, par conception, dès que vous l'utilisez, il émet des émissions. Et je crois me souvenir qu'il y a eu une polémique en France il y a 4-5 ans avec un grand fournisseur de pétrole et de gaz français à propos de ça, qui refusait de comptabiliser ça dans son bilan et qui refuse toujours d'ailleurs. Et qui, là, avec le CSRD qui passe, ne vont plus trop pouvoir le mettre de côté. Mais c'est un vrai enjeu parce que ça peut faire multiplié par 10 les émissions Bien sûr. Moi, je l'ai compris que si le produit vendu consommait directement de l'énergie, donc par exemple, je vends une voiture, oui, elle va consommer de l'énergie. Je vends un grille-pain qui va consommer de l'énergie. Par contre, nous, notre cas, nous, c'est qu'on est distributeur de thé et d'infusion. Donc, j'oblige le client à faire chauffer de l'eau, donc à utiliser de l'énergie, mais en soi, l'utilisation, c'est indirect, quoi. Donc, tel que je l'ai compris, c'est que nous, il fallait pas le prendre en considération. Ouais, non, vous n'avez pas à le prendre en considération parce que l'usage du thé, oui, ça nécessite de l'eau chaude, mais pas nécessairement. C'est des débats un peu philosophiques après, où je pense qu'il y a une limite méthodologique et en plus, à la fin, ça aura assez peu d'impact sur vos émissions, parce qu'on parle de faire chauffer de l'eau pendant 3 minutes dans une bouilloire. Bon, Aujourd'hui, ça a été considéré, nous, dans notre bilan carbone, et c'est 49% de nos émissions. Donc, en fait, c'est faire 49%, chauffer. c'est vrai? Bon, Ouais. je retire ce que j'ai dit alors. Je vois pas de thé. Donc, en fait, il faut faire chauffer, faut faire chauffer 100 voire 200 millilitres d'eau pour 2 grammes de thé. Donc, en fait, le poids, il est considérable, le ramener à la tasse. Ah ouais, ok, intéressant. Donc, si, c'est pour ça. Mais donc, dans le bilan carbone, nous, on l'a pris en considération. Mais dans le GHG, je comprends qu'on pouvait s'en exempter, quoi. Et en même temps, notre moyenne d'action pour réduire ça, il est très faible parce que ça dépend vraiment de la pratique de chaque consommateur. Exact. Ouais. Ok, mais merci pour vos réponses. De rien. J'ai une autre main qui s'est levée. Oui, bonjour. Donc moi, j'avais deux petites questions. L'une qui porte sur finalement le protocole le GHG protocole, pardon. Quand on parle de prise en compte des machines et des équipements, moi, ma question, c'est de savoir, on prend uniquement les machines et les équipements qui ont été mis sur le marché sur l'année qui est concernée par le bilan, ou est-ce qu'il faut prendre le parc installé qui existe à l'année du bilan? Alors, quand on parle de machines et équipements, c'est des machines. C'est quoi l'usage de ces machines? C'est pour la production de biens
Oui, c'est ça, tout à fait. Nous vendons des machines à l'attention, donc on est en B2B, donc c'est pour d'autres industriels. D'accord. Donc là, dans le protocole, dans le GHG protocole tel qu'on l'a appliqué, on prend uniquement en compte, on va dire, les machines que l'on met sur le marché dans l'année concernée. Et on vient appliquer, en fait, on va dire, l'impact d'usage, notamment de consommation d'énergie pendant toute la durée de vie prévisible des machines. Donc là, ma question, c'est est-ce que c'est la bonne méthode à appliquer? Parce que du coup, on n'a pas de visibilité sur le parc qui a été installé les années avant. Ah, je comprends, ok. Et Ok. comme on a la chance d'avoir des machines qui ont une durée de vie assez importante, alors d'une part, on est un petit peu pénalisé parce que plus on augmente la durée de vie de la machine et plus on augmente du coup l'impact sur le bilan des émissions de l'année soumise sur le marché. Et d'autre part, effectivement, c'est pas des machines jetables tous les ans, donc on a un parc installé qui continue à vivre, hein. Mhm. Ouais, ouais. C'est une bonne question, je réfléchis. Mais après, j'imagine que c'est le cas pareil quand on met sur le marché une voiture. euh, Est-ce qu'ils prennent en compte que les voitures qui ont été mises sur le marché sur l'année de référence et pas forcément toutes les machines, les voitures qui sont en circulation? Bah, en fait, alors pour les voitures, c'est encore un cas c'est assez particulier parce qu'il y a des notions de leasing, et enfin, il y a plein de choses qui font que on passe d'une catégorie à l'autre pour ce qui est voiture. Alors, c'était pas le bon C'est- exemple, pardon. Non, 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 pas du tout. C'est un bon exemple justement de complexité sur ces éléments-là. Sylvain, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant que Il venait spontanément en tête la notion de faire une certaine pondération, là. Garder un certain historique sur un certain nombre d'années, mais je ne sais pas si c'est vraiment quel impact ça va avoir ou si c'est vraiment pertinent, là. Mais c'est ce qui me venait en tête pour ça. Bah, ouais, moi, ce que je recommanderais, c'est il faut estimer le parc installé sur lequel vous avez, enfin, il y a encore de la maintenance en fait derrière. Parce que oui, d'un côté, donc là, je connais pas les ordres de grandeur et je vais pas m'avancer comme j'ai fait sur le T, sur un domaine que, que j'ai pas, mais oui, ça augmente. Enfin, plus le parc installé est croissant, donc plus il y a de machines qui sont en circulation, en gros, plus les émissions vont augmenter par rapport à ça. Par contre, il faut comparer ça au coût carbone de production d'une machine, en fait. Je ne sais pas comparer les deux ordres de Et grandeur, mais il y a deux ouais. choses là Alors, qu'il dans faut notre savoir. cas, si on prend la durée de vie totale d'une machine qui est de l'ordre entre 15 et 20 ans, Mhm. on se rend compte que la part d'émissions liées à la production de la machine est pas significative par rapport à la part des émissions liées à la consommation d'énergie D'accord. dans sa Mm. durée de vie de 15 à 20 ans. Donc, du coup, pour nous, prendre en compte chaque année, on va dire l'impact de la consommation électrique de chaque machine qui est mise sur le marché pour la durée de vie de 15 à 20 ans prévue, a un impact dans nos émissions extrêmement significatif, Hmm. quelque part plus important que si on prenait le parc installé en prenant uniquement la consommation estimée sur l'année en cours. Et est-ce que sur le parc installé, vous avez une obligation comment dire, une garantie auprès de l'usager ou du client pendant une Alors, durée déterminée? on va avoir des obligations de garantie qui s'appliquent à tous. Donc, légalement, on est aux alentours de 10 ans, mais nos machines ont D'accord. une durée de vie bien supérieure à 1. Et donc, évidemment, on ne dit pas à nos clients tous les 10 ans, vous les jetez. Euh, Mhm. c'est pas l'idée, environnementalement parlant, ça ne se tiendrait pas. Donc, Ouais. on a des durées de vie qui vont au-delà. Mais oui, on a voilà, on est comme tout industriel soumis à 10 ans de maintien de nos équipements. Et c'est des questions voilà, qu'on s'est posées. Là, on a appliqué la méthode GHG, comme je vous disais, en prenant en compte uniquement les machines qui étaient mises sur le marché l'année concernée. Mais on se posait la question, quid du parc installé? Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode ou pas? Ouais, moi j'aurais tendance, faudrait regarder trois choses, je pense. Il faut regarder enfin, contractuellement, quels sont vos engagements en termes de garantie auprès de vos clients, c'est quoi les ordres de grandeur de consommation, et puis de quel type d'énergie. Enfin, j'imagine que c'est de l'électricité, mais Oui. peut-être que c'est pas le cas pour tous les cas de figure. Mais moi j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même, ouais, prendre en compte le parc sur lequel vous avez le contrôle pendant les durées de garantie. Ce serait le plus logique pour moi.
parce qu'au-delà de cette durée de garantie, en fait, vous n'êtes plus redevable auprès du client d'une quelconque maintenance, sauf s'il y a des services qui vous sont demandés et qui sont payés. Donc ça va rentrer dans une autre catégorie, en fait. D'accord. Ok. Ouais. Merci. Et j'avais une seconde question Oui. lorsque vous indiquez qu'il s'agit en priorité de récupérer les données de la part de nos fournisseurs sur finalement les émissions. En fait, c'est le quid de quel contrôle nous, on doit avoir sur les données qui nous sont fournies par nos fournisseurs. Si je prends par exemple le cas de nos fournisseurs de transport, très honnêtement, on a une diversité des informations qui nous sont remontées d'un acteur à un autre, qui nous pousse effectivement à se dire on a, voilà, on n'a pas un niveau de confiance potentiellement hyper élevé, on n'a pas les moyens de venir effectivement challenger leur méthode de calcul au cas par cas, et du coup, on a un peu tendance à partir sur une base finalement monétaire avec application de facteurs d'émission locaux et reconnus. Donc voilà, donc l'idée c'était de se dire dans le cadre effectivement de nos calculs, prendre en compte les données fournisseurs, je comprends. Ça veut dire qu'on n'a pas on les prend tels que. Non, il faut les challenger, c'est un très bon point. Il faut absolument les challenger et c'est pas parce que faut pas les prendre pour argent comptant, quoi. Ça, Ouais, c'est mais sans du coup, mauvais jeu de c'est mots. super compliqué. Enfin, Ouais, ouais, c'est c'est super hyper complexe. compliqué Oui. parce que là, on arrive à aller dans l'expertise de métiers qui ne sont pas les nôtres. Pour les challenger sur des sujets, par exemple, si je parle de transport, nous, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, il faut devenir sachant sur cet aspect-là de notre cœur de métier. Là, je parle que des transports parce qu'on a Oui. des centaines de fournisseurs. C'est des centaines de métiers, donc c'est super intéressant, mais il faut avoir la capacité de pouvoir le faire. Et ça devient Ouais. vite très compliqué pour pouvoir arriver à avoir finalement ces estimations qui, si je me permets, en fait, doivent simplement nous guider dans la mise en œuvre de plans d'action de réduction. Et donc, de temps en temps, voilà, on se pose la question de se dire par bon sens, vraiment, hein, application du bon sens paysan, est-ce qu'on prend beaucoup de temps pour challenger des données pour qu'elles soient les plus justes possibles, ou est-ce qu'on se focus sur la réduction? Ok, là, ce que vous posez comme question, c'est le nerf de la guerre. Donc moi, je vais vous donner 3 éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il faut bien sûr challenger, mais bien sûr, vous ne pouvez pas tout challenger non plus. Et très sincèrement, j'enlève ma casquette WSP, mais quand même, les consultants, c'est là où en fait, nous, on a une valeur ajoutée quand on travaille avec nos clients, c'est qu'on est capable, enfin, les grosses compagnies comme nous, WSP, on peut couvrir tous les types de métiers, on est capable d'aller comprendre les infos, mais voilà, ça demande, c'est un métier en fait de faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va aider, je pense, tout le monde, je ne sais pas si vous en êtes tous conscients ici, mais donc la nouvelle réglementation qui est obligatoire, le CSRD, qui passe en application le 1er janvier 2025 et qui va être mise en application successive jusqu'en 2027, où en fait, ça va obliger tout le monde en Europe en 2027 à terme à reporter ses émissions scope 1, 2, 3 selon GHG protocole à minima ou bilan carbone en France pour le cas particulier de la France. Donc, scope 1, 2, 3 pour tout le monde. Donc, ce que ça voudra dire, c'est que, et c'est l'objectif aussi, c'est de permettre de forcer un peu tout le monde à uniformiser ses pratiques et à minimiser, peut-être pas éviter, mais minimiser le cas de figure que vous décrivez maintenant, qui est qu'est-ce que je fais de mes 40 fournisseurs, où je ne sais pas trop de quoi on parle et est-ce que je peux me fier à ces données. En fait, quand il va devoir reporter ses émissions selon un référentiel, il va devoir le faire selon les règles de l'art, en fait, concrètement. Donc, à terme, c'est censé amener ça sur la partie GHG, entre autres. Et puis, le troisième élément de réponse, c'est que le plus important dans la trajectoire de décarbonation ou de réduction, c'est la baseline, c'est l'année de référence à laquelle vous allez tout adosser en fait derrière. Et donc, vaut mieux surestimer la baseline et que, donc typiquement avoir des données fournisseurs, vous n'êtes pas sûr, vous trouvez qu'elles sont sous-estimées, de soit prendre des données spend-based ou alors de les challenger et d'augmenter le volume des données d'activité pour être au-dessus du meilleur des cas, et ensuite réduire mécaniquement en faisant à la fois des actions et à la fois en améliorant la qualité des données des fournisseurs. Donc ça fait un peu un effet biseau qui est positif dans ce sens-là. C'est un peu les trois points que j'aurais envie de dire maintenant. Ok. Écoutez, merci beaucoup, c'est clair. Merci. Ouais. Merci. Je crois que nous avions une autre question de Arnaud.
Oui, Allez. voilà, c'était juste pour un peu alimenter les éléments, les questions de Madame Gauthier, parce qu'on est dans le même cas de figure. Nous, on fabrique des chaudières industrielles, donc qui sont des équipements très énergivores, qu'ils soient alimentés en énergie fossile ou en électricité verte, ça reste enfin, c'est des mégawatts. Nous, on est en train de démarrer l'empreinte carbone. Première estimation, on a 99,95% de notre empreinte carbone, c'est l'usage du produit chez nos clients. Donc, pour dire le poids que ça représente. Et effectivement, quand on voit ce poids-là, on veut essayer de faire les choses le mieux possible, mais c'est très complexe. Parce qu'on est sur des équipements, ben, on n'a pas à la main. Nos clients, on ne connaît pas leur usage, s'ils font du 3-8, si c'est des activités très saisonnières, si c'est une chaudière en backup. Donc en fait, ça change du tout au tout. Et donc nous, on est parti pour, déjà, notre point de référence, sur l'année 2023, notre baseline, c'est les produits vendus cette année-là, sur leur durée de vie, donc c'est 30 ans, donc c'est considérable. Et on part sur des hypothèses de calcul pour faire un peu une moyenne d'usage classique de ces chaufferies chez nos clients pour essayer de dire, bah voilà, au moins ça c'est notre base. Et après, tout ce qu'on vise, c'est de faire de la décarbonation avec des solutions qui consommeront plutôt du biogaz ou de l'électricité dans des pays à mix énergétique bas carbone pour voir la tendance. Mais c'est clairement un sujet très complexe pour faire ce calculateur, entre guillemets. Et pour nous, c'est un enjeu très très fort. Donc, c'est vraiment pas simple. Ouais, j'entends. Ouais, tout à fait. J'ajouterais que pour l'utilisateur aussi, c'est que ça devient des données presque de secret commercial de la façon dont on utilise cette énergie-là. Un compétiteur pourrait utiliser ça. Donc, pour lui, c'est sûr qu'il y a très peu d'intérêt là, à vous fournir ces données-là. D'où votre Exactement. hypothèse conservatrice de dire ben, vous l'avez vendu, puisque évidemment, normalement, le client va s'en servir. C'est tout à fait approprié. Mm. D'accord. Oui, alors Merci. là aussi, juste pour compléter par rapport à ce qu'on se disait sur la prise en compte du parc installé, il y a un point aussi qu'il faut comprendre, c'est que autant la consommation énergétique, ces aspects d'émissions de GES à l'utilisation, c'est des choses qui finalement sont à notre échelle assez récentes. Quand on a des machines qui ont une durée de vie qui est très longue, j'ai pas forcément, on va dire, de data pour dire qu'une machine qui a été mise sur le marché, on va dire, en 2010 et qui est encore utilisée, je sais pas estimer quelle est sa consommation d'énergie. Je n'en ai fiche aucune idée. Donc, c'est vrai que je comprends la pertinence de prendre en compte le parc installé. Par contre, les données à appliquer sur ce parc installé pour retrouver des choses qui soient crédibles. Déjà, la consommation d'énergie étant tellement variable, il faut qu'on mette en place des protocoles de test pour estimer, parce qu'il faut que ça soit recevable, la consommation supposée de ce qu'on a fait dès qu'on a mis en place des analyses de cycle de vie. Mais finalement, c'est assez récent. On va Ouais. remonter, on ne remonte pas à 15 ans, 20 ans en arrière. Donc, quid, Oui, voilà, oui, d'où le choix de ouais. prendre les machines mises sur le marché à l'année sur lesquelles les informations sont un peu plus fiables, en tout cas connues. Mhm. Non, non, je comprends et là-dessus, quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, et je laisserai Sylvain réagir aussi, mais le l'AG Protocol comme le bilan carbone, l'approche, c'est de faire le mieux possible avec les données qu'on a. Enfin, je caricature un peu, je simplifie trivialement, mais c'est un peu ça aussi. Oui, il y a des choses que quand vous allez faire pas forcément votre cas à vous, mais quand une compagnie fait son premier bilan carbone, bah oui, elle n'a pas accès à tout son historique, etc. L'enjeu, c'est de faire au mieux. Et en fait, le faire au mieux, ça vient par des données de mesure et puis des données de cycle de vie, des protocoles de test, ça c'est très bien, mais il y a aussi des données estimées et puis mettre des hypothèses raisonnables pour pouvoir estimer le passé sur lequel vous n'avez plus forcément la main puisque l'exercice n'avait pas du tout été pensé à l'époque. Et ça, pour moi, c'est tout à fait viable et explicable dans un bilan avec la documentation associée. Et merci. Très bien, merci pour cette réponse. Je crois que Laetitia, vous aviez levé la main. Oui, justement, parlant du fait que, voilà, au début, on fait le mieux possible avec les données qu'on a. Ce que vous venez de dire, le problème, c'est que parfois, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas
en fait, pris en compte, par exemple, telle catégorie une année. Et en fait, on est censé avoir une trajectoire de réduction, mais si finalement, les années d'après, ben, on se rend compte que bah, voilà, soit la base, ce que vient de l'exemple qu'on vient d'avoir, soit la base, on n'a peut-être pas pris assez de produits déjà vendus en compte, ou alors voilà, on est parti sur des données moyennées, mais si finalement on plonge, enfin, on met les mains dans le cambouis, on essaie d'avoir quelque chose de plus précis, peut-être qu'en fait, ça va augmenter, enfin, ça va être plus réaliste, mais quelque part, ça va augmenter les valeurs. Et comme on est censé être sur une trajectoire de décarbonation, c'est très compliqué justement de se fixer des objectifs de décarbonation parce qu'on a peur de voir sortir au fur et à mesure qu'on devient mature sur le sujet, en fait, des loups qu'on n'avait pas, on n'avait pas envisagé. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, pour le coup, j'ai pas vraiment de solution par rapport à ça. Les, Tous les ans, on fait pour des clients des recalculs des bilans des années précédentes pour X ou Y raison. Un cas récurrent, c'est, je sais pas, une acquisition, par exemple. Le client a acheté une boîte, bah voilà, il faut tout reprendre, en fait. Et en fait, la trajectoire change pour des raisons comme celle-là, qui sont des raisons d'affaires, en fait. Et puis après, oui, il y a des raisons de calcul. Mais ça, j'ai pas vraiment pas vraiment de réponse précise là-dessus, à part que c'est risqué. C'est pour ça qu'il y a assez peu de compagnies qui divulguent leurs objectifs de réduction, parce qu'il y a ce risque-là qui est un risque important quand même. Mais justement, je croyais que la SBTI publiait les objectifs de réduction des sociétés, mais j'ai pas trouvé. C'est parce que justement, elles sont pas publiées Alors, finalement? non, parce que en fait, SBTI, c'est volontaire, c'est pas obligatoire. Donc, c'est les entreprises qui ont soumis leur dossier à SBTI avec leur cible de réduction qui ont été approuvées par SBTI. Vous allez trouver ça en ligne sur leur site, mais c'est vraiment volontaire. Oui, donc en fait, les objectifs de décarbonation de telle ou telle boîte, on ne trouve pas en ligne. Ah non, c'est pas, ça, c'est le choix de l'entreprise, oui, de le divulguer ou non, ouais. Ouais. D'accord. SBTI n'a pas une base de données, justement, si on veut se comparer à d'autres concurrents pour se dire, bon, moi, je me suis mis ces objectifs, est-ce que c'est réaliste dans un temps donné ou pas? On n'a pas de benchmark comme ça possible? Si, mais c'est uniquement ceux qui ont choisi de soumettre leur dossier à SBTI, en fait. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, sur la planète, des entreprises qui ont fait ça. Et oui, mais est-ce que si nous, on n'a pas encore, justement, si on se dit, on veut adhérer à SBTI, mais avant de se mettre des objectifs, on voudrait pouvoir regarder ce qu'ont fait les autres. Est-ce que sans avoir encore adhéré à SBTI, on a accès quand même à cette base de ceux qui ont choisi de Oui, elle publier? est en ligne. Pour SBTI, elle Ah, est en ligne. Et ça serait après, moi, possible d'avoir le lien? Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé en fait. ouais, on peut Je, regarder avec Merlin, ouais, je suis actuellement en train de le chercher. D'accord, merci. D'accord. Et juste un point, je voulais rajouter là-dessus, pardon, SBTI, c'est pas la seule source d'information pour ça. SBTI, c'est un organisme qui est très reconnu pour certifier en fait les trajectoires cibles de décarbonation. En fait, il y a plein de compagnies qui font ça, qui le publient dans leur rapport extra-financier et le rapport RSE, mais qui passent pas du tout par SBTI en fait. SBTI n'est pas le seul moyen d'avoir cette information. C'est ça Ouais, que juste le lien que vous venez d'envoyer, j'avais regardé, j'avais déjà trouvé ce lien-là, mais par contre, ce que je voulais, c'était pouvoir avoir un annuaire où je peux choisir, par exemple, soit en France, sur tel domaine, quelles sont potentiellement les entreprises qui ont publié. Et en bas, en fait, quand on regarde en bas, on a le target dashboard là. Mais en fait, c'est pas forcément facile si on ne sait pas quelles sont les autres sociétés qui sont sur notre périmètre, en fait. C'est ça Je me qui est demande si on peut compliqué. pas le faire via CDP. Ah oui, d'accord, ouais, peut-être là. D'accord. Parce que je crois que CDP fournit. En fait, CDP va collecter les données liées aux entreprises sur les objectifs, les émissions. Oui, Donc je pense qu'il. J'ai pas été regardé, mais je crois oui. que j'avais vu ça dans le passé. Ouais. J'irai voir. Ouais, c'est Oui, c'est vrai, possible. c'est vrai que c'est peut-être mieux, en fait, d'aller passer par le CDP. Merci pour le tuyau. J'ai pas vu qui m'avait parlé. Et C'était- Joseph. Ah, merci, Joseph. Pas de souci. Merci.
Oui, merci de votre intervention, Joseph. Si vous avez les réponses à nos questions, n'hésitez pas vraiment à intervenir. Alors, je crois qu'il y avait une autre main levée. Euh, Oui. Audrey, c'est ça? Oui, oui, très bien. Alors, il Je y vous avait en Audrey prie. et Chloé, donc comme je me suis pas mal exprimée, je peux laisser la main à Chloé pour l'instant. Merci. J'avais une question puisque le groupe S2I est une entreprise de services numériques et je me posais la question puisque notre bilan carbone, enfin notre inventaire GES aujourd'hui ne contient pas d'émissions sur notre chaîne du coup aval, donc pour tout ce qui est nos services vendus à nos clients. Et je me posais la question, est-ce que comme on est une entreprise de services, on ne prend pas en compte ou si on le prend en compte, de quelle façon le faire? Parce qu'en gros, Pour nous, on l'usage produit des des lignes de produits code. vendus? Oui, nous, on produit des lignes de code pour nos clients. Ouais. Est-ce que vous avez... Ok, est-ce que vous possédez la propriété intellectuelle quand vous Non. livrez? Pour moi, il n'y a pas à le compter. C'est-à-dire que c'est plus votre périmètre opérationnel. Une fois que vous avez fini le projet, vous avez été payé pour vos jours. Pour moi, il n'y a pas d'usage de produits vendus en tant que tel. En fait, derrière, la question qui se pose, c'est l'énergie qui est utilisée par tous les serveurs et puis tout le réseau qui permet de faire en sorte que ce code il roule et que ça donne des outputs. Bah, ça, c'est l'énergie qui est dans le périmètre du client final, en fait, qui s'approprie ça, et c'est son scope 1 et son scope 2, en fait, concrètement. Ok, merci. Ouais. Alors, du coup, moi, j'avais une question, en fait, pour rebondir sur les précédents échanges d'objectifs publiés ou non par SBTI. Moi, ce que j'ai compris, et j'ai peut-être mal compris, c'est que pour que la stratégie soit validée par SBTI, on allait fournir au travers d'un dossier, finalement, les targets pour l'année cible. Et globalement, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'avait pas trop le choix sur ces targets. En fonction de la méthode que l'on a retenue pour les scopes, est-ce qu'on est en absolu, est-ce qu'on est en intensité, etc., etc. Selon l'année de référence et la date cible, de toute façon, on va se retrouver avec des pourcentages de réduction où si on est plus bas que ça, on est non recevable au niveau de SBTI. Est-ce que c'est bien ça? Parce que quand Oui. j'entends, enfin voilà, les collègues qui disent, bah, j'aimerais bien savoir comment se positionne la concurrence, globalement, on devrait tous être alignés sur les mêmes objectifs par scope de décroissance. Après, les plans d'action qu'on met derrière pour atteindre ces objectifs de décroissance, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les préciser à SBTI, si je ne me trompe pas. Non, non. Ça nous appartient et du coup, là, on n'a pas effectivement grande communication des entreprises en benchmark pour savoir sur quels leviers, des leviers qu'ils ont activés pour atteindre les objectifs. Par contre, les objectifs, il me semble qu'ils vont être similaires pour à peu près tout le monde si on a pris la même base de réduction. Alors, alors, tout à fait tout ce que vous avez dit est juste. Je vais juste faire. D'ailleurs, j'avais oublié qu'il restait cette slide. Merlin, merci de l'avoir mise. Donc, c'était sur SBTI justement. Donc, SBTI, la philosophie, c'est comment on atteint un net zéro collectif mondialement en 2050. C'est ça le point principal. Le net zéro. Donc, net zéro, je précise que si c'est pas clair, c'est différent de carbone neutre. Net zéro, c'est qu'on n'émet plus de carbone en physique. Il n'y a plus de molécules de CO2 qui vont dans l'atmosphère. C'est vraiment une très grosse différence avec être neutre en carbone où on continue à émettre, mais on compense. Donc, c'est de la comptabilité derrière. Donc, l'objectif, c'est ça, 2050. Donc, la vraie variable d'ajustement, si on suppose que tout le monde utilise la même méthode, je ne sais pas, disons méthode par réduction absolue, c'est quand est-ce que je m'y mets. En fait, c'est vraiment ça. C'est plus on se rapproche de l'échéance, plus l'effort pour réduire, il va être plus grand tous les ans. C'est assez simple, en fait, comme idée derrière. Après, la problématique principale, et je ne suis pas là pour critiquer SBTI du tout, mais c'est pour ça que beaucoup de nos clients sont réticents à passer par SBTI, c'est que mettre une cible net zéro qui est science-based, donc pas forcément SBTI avec le nom de l'organisation, mais juste qui est science-based, donc c'est-à-dire qu'on est capable de l'expliquer scientifiquement,
on n'est pas obligé de passer par SBTI, on n'est pas obligé même de passer par un organisme. Ça, c'est une cible qu'on émet, qu'on décide et qu'on émet dans un rapport si on veut la divulguer ou pas. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à date, mais il y en aura une avec la CSRD bientôt. Mais la vraie question, c'est l'approche. Donc, c'est une approche top-down. La vraie question, c'est la faisabilité de cette cible. Tout l'enjeu, il est là. C'est la planification de la décarbonation. Et là, ça devient un sujet d'ingénierie, ça devient un sujet d'économie et un sujet de costing. Concrètement, comment je fais pour planifier 25 ans de décarbonation avec des coûts que je ne maîtrise pas encore, des technologies qui n'existent peut-être pas. Enfin, c'est un énorme sujet sur lequel, encore une fois, je ne suis pas là pour vous vendre nos services, mais des compagnies comme WSP ou d'autres entreprises d'ingénieurs, on se positionne aussi parce que tout l'enjeu, il est là. C'est comment je le fais, combien ça me coûte. Et pour le coup, si vous voulez regarder si vous cherchez de l'information sur que font les autres sur ça, sur le plan de décarbonation, vous n'allez pas en trouver parce que il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais ne vont pas le divulguer parce que ça revient à divulguer beaucoup de secrets d'affaires en fait derrière. Parce qu'en faisant ça, les entreprises prennent un risque et les entreprises prennent un risque mesuré et veulent l'étaler dans le temps, mais tout en laissant de garder leurs objectifs de profitabilité. Donc tout ça c'est pas raisonnable de penser que ça va être disponible sur Internet. En tout cas, c'est ça que j'essaie de dire. Sur le détail des plans. Voilà. Je ne sais pas si ça répond Non, aux mais questions. c'est clair. Donc, bon, en gros, ça confirme que j'ai une bonne la compréhension de SBTI de ce qu'on doit afficher est claire. On est sur des objectifs fixés sur année cible. Si on prend sur le court terme, on ne va pas être en 2050, mais un petit peu avant quand même. Mais après, les plans d'action, effectivement, nous reviennent. Et là, on n'a pas forcément, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, quelque chose qui peut nous aider à construire ces plans d'action pour voir voilà, ce qui se fait, ce qui marche bien. C'est compliqué quand même. Ouais, non, je partage. Ouais, c'est un vrai enjeu et c'est pas simple de se lancer dedans. Ok, merci beaucoup. De rien. Merci pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question avant que nous passions à la suite? Bon, s'il n'y a pas de questions, alors nous pouvons continuer. Nous allions justement sur la partie questions-réponses et aussi la partie discussion. Je vois en effet qu'il y avait quelques questions sur cette partie discussion que vous aviez préparée. Donc, Abdé, est-ce que je te laisse la parole sur cette discussion? Oui, je peux reprendre là-dessus. En fait, moi, je vais essayer de faire. Je me permets, Merlin, vu l'échange qu'on a eu avant, c'était quand même super intéressant. Et moi, je vais vous juste partager, moi, déjà, mon premier takeaway. J'ai fait exactement la même session, exactement la même l'an dernier. Et les questions sont vraiment différentes et je trouve ça intéressant à observer. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait beaucoup de questions très précises sur des choses de reporting, comment je présente l'information, comment je fais des calculs un peu spécifiques à certaines industries. J'ai trouvé que cette année, c'est intéressant de voir que là, dans l'audience, on avait beaucoup de questions sur le so what, c'est qu'est-ce que je fais après, comment j'intègre maintenant tous ces concepts dans mon quotidien, dans mon entreprise, et comment j'active ça, comment je mets en place des cibles. Donc j'ai trouvé ça notable. Voilà, je voulais juste vous partager. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dans l'audience, vous sentez un changement depuis un an dans votre quotidien? Quel est le feedback? Sinon, je vais pointer comme à l'école. Non, mais c'est vrai que les questions viennent généralement aussi un petit peu après coup. Ce que je me dis, c'est que nous pourrons ensuite, je pourrais vous partager le replay de cette session pour que vous puissiez avoir
un récapitulatif de toutes les questions qui ont été posées. C'est quand même assez intéressant de s'y attarder à chaque fois. Et puis, dans tous les cas, vous savez que si vous avez des questions qui vous viennent après cette session, vous pouvez toujours me les envoyer et moi, je les transmettrai à mon tour à WSP Canada. C'est aussi une bonne approche de pouvoir faire ça à l'écrit pour que nous puissions avoir une trace écrite et aussi de pouvoir réfléchir à une réponse bien construite. Moi, je voulais juste commenter là, je pense que la différence peut-être par rapport à l'année dernière, c'est que finalement, dans l'audience, il y a un certain nombre de personnes qui font peut-être déjà des bilans carbone. Enfin, en tout cas, c'est Mhm. le cas chez nous depuis 3 ans, mais qu'on n'arrive pas, encore une fois. Moi, je suis censée présenter à la direction une feuille de route avec une stratégie de décarbonation, mais j'ai peur de me planter en fait et d'être complètement à côté de la plaque. Et c'est pour ça que je cherche soit des possibilités d'échange comme il y a ici avec d'autres gens qui peuvent dire bah, moi je m'y suis prise de telle ou telle façon, ou alors des possibilités de benchmark qui peuvent voilà, nous dire ben, si on savait potentiellement sur quel axe peut-être aussi voilà, concentrer les efforts pour être aussi plus, plus efficace plus rapidement. Donc vous disiez chez WSP, en fait, vous travaillez comment? Si vous pouvez peut-être en profiter pour dire quels sont les types de prestations que vous proposez pour quel type d'entreprise, comment ça se passe? Oui, je peux. Bon, en fait, WSP, je vais pas expliquer tous nos métiers parce que je les connais même moi-même pas tous. C'est une compagnie d'ingénierie super large. On travaille dans tous les secteurs d'activité. Mais c'est beaucoup de génie civil, beaucoup de construction, beaucoup de travaux publics, mais aussi beaucoup de construction de tout type d'infrastructure. Donc ça, c'est notre métier général. Et puis on a une équipe et des équipes en fait qui sont réparties sur plein de pays d'études en changement climatique et en stratégie ESG en gros. Donc moi, je dirige cette équipe pour le Canada, mais on travaille, juste après j'ai un appel avec un client en France, on travaille avec des clients un peu partout. Et nous, ce qu'on fait, c'est justement accompagner nos clients de la partie 1 qui est comment je fais mes premiers inventaires, mon premier reporting, le début de la démarche, jusqu'à comment je fais pour actionner ça et comment je fais mon plan de décarbonation et comment je peux le démontrer et s'assurer qu'il est robuste, comment je peux démontrer que économiquement il est viable. On a des économistes dans l'équipe qui vont faire les travaux de costing et les travaux de projection en fait sur notre trajectoire 25 ans typiquement, et on va beaucoup travailler avec des ingénieurs en fait justement qui vont travailler sur la faisabilité de ce qu'il y a dans ce plan et de la faisabilité technique et de se dire ok, ce plan-là il est viable selon telle approche scientifique, il est viable économiquement, il est viable techniquement, et après derrière nos métiers historiques vont prendre la main pour implémenter les différentes actions, différentes solutions et les livrer aux clients jusqu'au bout. C'est en résumé, en très bref, c'est ça que moi je fais, voilà, en tout cas. D'accord. Et dans ce cas-là, vous intervenez aussi sur place pour voir les installations, des choses comme ça, avec vos Oui, ingénieurs? D'accord. oui, tout à fait, tout à fait. On fait des visites sur site assez régulièrement. Quel que soit le pays, on a des gens un peu partout, donc on est capable Ouais, d'intervenir. Oui. d'accord. Sylvain, corrige-moi si j'ai oublié quelque chose. Tu es dans la compagnie depuis bien plus longtemps que moi. Oui, non, effectivement, mais c'est WSP dans ce cas-ci est en mesure de faire beaucoup de types de services là, par rapport à presque l'ensemble des types d'industrie ou de commercialisation. Pour ma part, je suis plus spécialisé dans les émissions de scope 1 et 2. C'est pour ça que Abdi est très utile sur l'appel pour tout ce qui est scope 3. Mais au niveau du permitting, souvent, nous, on en fait les premières estimations de gaz à effet de serre pour des installations qui s'installent. Et d'où la notion qu'on peut être par après être capable d'intervenir là, pour l'ensemble des bilans. Merci Merci. pour ce petit côté sur WSP Canada. Est-ce que Audrey, vous aviez une Ouais, autre question? je suis désolée, j'avais encore une petite question sur Mhm. l'activité
de WSP. Typiquement, est-ce que dans les missions de WSP, on va retrouver un accompagnement, on va dire, sur mesure? C'est-à-dire, si on a des ambitions par exemple, d'augmenter la part d'électricité renouvelable sur notre consommation d'énergie, typiquement, nous, on est une entreprise qui est internationale. Donc, selon les pays, on a une offre, on a des modalités d'accès à l'offre qui peuvent être différentes et sous-tendues par un certain nombre de réglementations locales. Ce qui facilite pas, on va dire, la mise en œuvre effective de ces mesures. Est-ce Ouais. que vous, voilà, chez WSP, vous avez la possibilité de mapper au niveau international les différentes possibilités, leviers d'action en fonction des situations géographiques? Par Ouais, exemple. tout à fait. En fait, notre grande force, juste pour vous donner les ordres de grandeur, on est 80 000 personnes dans le monde. On est sur tous les continents. Et en fait, sur chacun des continents, on a une équipe d'études en changement climatique, ESG, et qualité de l'air. Donc, en fait, on travaille tous ensemble et vous n'êtes pas la première en tout cas, à me poser cette question-là, parce que les enjeux pour nos clients, qui sont souvent des grosses compagnies, les enjeux sont globaux. Donc, il faut avoir une représentativité des enjeux locaux à chaque fois. Donc, oui, on est capable de monter des équipes internationales en fonction de vos besoins. Et typiquement, c'est pour ça que moi, je vous disais, j'ai des clients en France. Moi, je travaille avec beaucoup de clients aux États-Unis, en Angleterre, en Asie. Enfin, on est capable de couvrir à peu près toutes les géographies. Je dis à peu près, je pense qu'il y a certainement pas, mais donc voilà. Et puis après, la première question, oui, c'est que du sur-mesure. Nous, on offre du service et c'est du conseil en fait qu'on fait. Donc c'est vraiment cas par cas en fonction des besoins du client. Et puis on y va étape par étape à chaque fois. Et c'est très clair. Et étape par étape, c'est à peu près une durée de combien de projets avant d'arriver à une feuille de route? Ça va dépendre de où est-ce que Je vous en êtes. suppose que c'est variable, Vu mais les, un ordre d'idée, c'est... ouais. Vu les questions que vous m'avez posées, je les ai en tête. J'imagine que vous êtes quand même plutôt pas trop mal avancé, je veux dire ça comme ça. Je pense pour avoir une feuille de route, en 6-8 mois, on est capable d'avoir quelque chose qui est robuste et qui couvre l'ensemble des éléments que j'ai décrits, donc réglementaire, économique et technique. Ok, c'est très clair. À Merci. partir de... Ouais, Parfait, merci beaucoup. de rien. Merci pour cette réponse. Il y a un commentaire très intéressant de Clément qui a fait un commentaire dans le chat qui disait qu'il existe une initiative volontaire pour la décarbonation de la logistique avec des tips/conseils d'action à déployer. Il s'appelle Fred 21. Clément demandait également, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui se serait déjà engagé dans cette initiative, qui connaîtrait cette initiative? Non, je ne la connaissais pas. Intéressant. Alors, c'est mis en place par la France et c'est pour les chargeurs, donc les entreprises qui font appel à des sociétés de transport pour leurs activités, que ce soit l'amont ou l'aval. Et en gros, l'objectif, c'est de définir, donc de refaire un calcul de toutes les émissions spécifiquement sur la partie logistique, donc de refaire une partie du calcul du scope 3 en fait, mais spécifiquement sur la logistique, et ensuite de définir un plan associé pour réduire les émissions associées à ce transport-là, sachant qu'ils accompagnent un peu sur la partie quelles actions on peut déployer pour optimiser le chargement des véhicules, aller vers un sourcing de prestataires qui est un parc de véhicules plus verts, etc., et donc qui permettent à terme d'atteindre les objectifs de réduction. Et voilà. Mais donc ça, c'est une initiative qui est spécifique au transport, et qui est mise en place gratuitement pour les entreprises qui souhaitent s'engager, a priori. Donc là, nous, on va y aller. Mais voilà, je voulais savoir si des gens l'avaient déjà fait, si ça accompagne correctement. Mais ça peut être un cadre d'accompagnement plutôt intéressant. Enfin, du moins, nous, ça nous a semblé intéressant et on va y aller. Merci, je ne connaissais pas, c'est super intéressant. Non, moi non plus. J'en ai mis une deuxième spécifiquement pour le transport maritime de l'organisme international là-dessus. C'est le même genre de situation. Super, merci beaucoup Sylvain. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'initiatives qui peuvent remplir cette fonction-là. Si vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas.